Bienvenue. Je vous souhaite de vivre l'apaisement en vous, le discernement, le centrage et la transparence à votre sagesse intérieure. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour méditer. Sur le comment méditer. Cette vidéo fait suite à la vidéo 10 raisons essentielles de méditer. Et à nouveau, je ne vais faire qu'esquisser les grandes lignes de comment méditer. Ouais, le sujet est tellement vaste, il y a tant de choses à dire. Et il y a tant d'expériences différentes à faire que je ne peux que vous donner quelques trucs et astuces pour cheminer par vous-même. J'espère qu'ils vous seront utiles et qu'ils vous faciliteront le travail méditatif, qu'ils vous aideront à trouver en vous le comment méditer et à contacter en vous l'état méditatif que la méditation permet de contacter. Cet état, ce petit switch qui se fait en nous lorsque l'on médite, lorsque l'on pose la bonne intention, que l'on est concentré à méditer, mais il y a un petit switch qui se fait à l'intérieur de nous, tellement chouette à vivre, et qui va bien au-delà de l'apaisement, du calme intérieur, du discernement ou de la transparence à la sagesse intérieure dont je vous parlais en début de vidéo. Et évidemment, ce petit switch, je peux pas vous le décrire parce que c'est indescriptible, ça se passe à l'intérieur de nous. Mais quand il y a cette bascule, on le sait tout de suite. Et du coup, à ce moment-là, c'est plus le mental qui travaille, c'est plus un flot d'idées, c'est plus le même ressenti à l'intérieur du corps. L'état que l'on vit alors est tellement différent de notre état habituel. Et c'est peut-être une étape sur le chemin de l'accomplissement en méditation. Ce n'est qu'une étape, de toute manière, tout n'est qu'une étape. La première étape, je l'évoquais dans la vidéo 10 raisons essentielles de méditer. La première étape, c'est se détendre. Mais on peut aller tellement plus loin avec la méditation. Et c'est tellement plus riche de continuer le travail au-delà de la détente. Évidemment, la détente, le calme intérieur, c'est une première condition nécessaire à aller vers l'état méditatif. Mais ce qui peut se vivre au-delà de ça, quand on persévère, une fois qu'on a contacté calme et détente, c'est tellement chouette. Et ça nous met tellement en accord avec nous-mêmes, tellement en reliance avec le monde, que je trouve vraiment dommage de s'en priver. Et que dans un premier temps, juste l'essayer pour y goûter et se rendre compte de ce que ça fait, c'est déjà un vrai premier pas. Puis quand on y a goûté, c'est comme tellement de trucs, on a envie de continuer, de voir jusqu'où ça peut nous mener. Ou en tout cas, pouvoir vivre cet état de centrage, de présence à soi, de présence au monde, de transparence à plus grand que nous, le plus souvent possible. Un petit peu comme lorsque l'on est amoureux. On a envie d'être avec l'objet de son amour, son compagnon, sa compagne, ses enfants. On a envie de passer du temps avec eux et de ressentir ce que ça nous permet de ressentir le plus souvent possible. Eh bien, ce qu'on peut vivre avec la méditation, c'est la même chose. L'avantage, c'est que c'est pas conditionnel. C'est pas conditionné par une personne extérieure, par exemple, ou un objet extérieur. C'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on peut donc contacter quand on veut, en nous. Je vais aborder 2 aspects à la méditation. D'abord l'aspect extérieur, et puis l'aspect intérieur. L'aspect extérieur, pratique, il est hyper simple. C'est de la technique. Enfin, c'est un début de technique. Ça parle de posture. Pour méditer, c'est toujours mieux d'être assis, le dos droit. Le dos droit, c'est une condition qui permet une circulation harmonieuse des énergies. Ça marche aussi allongé. Le risque quand on est allongé, c'est de s'assoupir. C'est ça qui est pas ok. Parce que la méditation est vraiment un travail, une volonté, une intention de concentration. Quand on s'assoupit, c'est de la relaxation.
c'est chouette aussi. Mais il ne faut pas confondre relaxation et méditation. La détente est une étape sur le chemin de la méditation, mais la relaxation en soi n'est pas la méditation. C'est juste un bénéfice de la méditation. Donc assis, le dos droit, et ça peut se faire sur une chaise, c'est ok. L'essentiel étant de ne pas être appuyé, le dos contre le dossier de la chaise. L'intention que l'on va mettre à garder le dos droit participe de la concentration générale que l'on va mettre dans la méditation. Et donc le dos doit être dégagé. Et après, pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Être le plus détendu possible. La méditation, c'est une pratique à la cool, qui va nous demander beaucoup de concentration, mais à la cool. Il n'y a pas à se rigidifier pour essayer d'obtenir quelque chose. Souvent, quand on débute une nouvelle pratique, on a tendance à être un petit peu raide, parce qu'on a des appréhensions, parce qu'on veut bien faire. Et là, si vous le pouvez, lorsque vous méditez, allez dans le sens opposé. Cherchez à être le plus cool, le plus détendu possible. Parce que d'ailleurs, on n'est pas fait pour vivre tendu et raide. On est fait pour vivre la souplesse et la détente du corps. C'est pour ça que le corps est prévu et c'est comme ça que les énergies circulent le mieux dans le corps et qu'on bénéficie le plus de ressources et qu'on vit le plus l'apaisement et la joie. Pour l'aspect pratique, il y a aussi les membres. Ne pas croiser les membres. Alors, si l'on est assis sur une chaise, on ne croise pas les membres. Après, si vous êtes assis en tailleur, évidemment, les pieds sont croisés, c'est ok. Si vous êtes assis en lotus aussi. Ça marche aussi assis en saïsa, c'est-à-dire agenouillé avec les fesses sur les talons, ou assis sur un coussin de méditation en zazen, c'est-à-dire les fesses sur le coussin, les jambes repliées devant soi, soit en tailleur, soit les jambes repliées sous soi. Comme si on était agenouillé, mais avec les fesses sur un coussin. On peut poser les mains sur les genoux, on peut les poser ouvertes, paume de la main vers le ciel. Tout ça, c'est des détails techniques qui, au début, n'ont pas grande importance. Et comme ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est plutôt comment méditer quand on n'en a pas beaucoup l'habitude, ou quand on en a un petit peu l'habitude et qu'on souhaite approfondir la technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment positionner ses mains, voir comment faire des mudras, c'est-à-dire des gestuels fixes ou en mouvement avec les mains, pour favoriser tel ou tel type d'énergie. Ça, c'est vraiment une autre pratique, une autre question. Et dans la méditation quotidienne, ça n'a pas vraiment d'objet. Ça a un objet quand on pose une intention très particulière, très précise. Dernier petit truc concernant les mains, je vous l'ai déjà montré, hein, j'aime bien mettre la main droite dans la main gauche et le pouce droit sur le pouce gauche. Main droite, main gauche, pouce droit, pouce gauche. Voilà, ça c'est un petit truc qui est à la fois énergétiquement est complètement ok, et puis psycho-anatomiquement donne un signal au cerveau qui va nous favoriser, qui va le favoriser à entrer dans l'état méditatif, qui va favoriser son calme et son apaisement. Voilà, et puis cette posture de main, vous pouvez la mettre un petit peu en dessous du nombril, entre le périnée et le nombril, c'est-à-dire au niveau de notre centre. Quand on parle de centrage, on parle bien de se mettre dans ce centre-là, qui est un centre énergétique d'un point de vue nerveux, qui est aussi un centre, notre centre de gravité, anatomiquement. Donc on place les mains devant le centre, ça va nous permettre de nous centrer. Voilà pour les aspects technico-pratiques, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Peut-être éventuellement penser à décoller la langue du palais. La langue est souvent collée au palais. Je vous invite à vérifier tout de suite, si vous n'êtes pas en train de parler ou de manger, où se trouve votre langue. Coller au palais, ça parle beaucoup de tension dans la nuque. La décoller du palais, déjà, ça va permettre de détendre un petit peu ces tensions dans la nuque. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer la méditation. Il y a tellement de façons de méditer. Tellement. C'est infini. Et puis c'est très personnel. Je vais vous donner les quelques grandes lignes, les quelques grandes techniques de méditation. Mais dans un premier temps,
Peut-être que ça mérite de rappeler qu'est-ce que méditer. Méditer, on a déjà vu les raisons essentielles, on a presque vu le but dans la vidéo 10 raisons essentielles de méditer. Le but ultime, au-delà de la détente, du calme intérieur, de l'apaisement mental, de la capacité de discernement, le but ultime est vraiment de créer un espace en soi, un espace dans lequel va pouvoir s'exprimer quelque chose d'autre que ce que nous avons l'habitude de vivre. Et ce quelque chose d'autre, je l'appelle tantôt la source, tantôt la sagesse intérieure, le divin en nous, notre part de divinité, l'être essentiel, l'âme. Voilà, lui laisser un espace pour qu'il s'exprime. Et cet espace, il va pouvoir être créé par l'apaisement du mental. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps en méditant? On va chercher à calmer le mental, à le laisser se calmer, et en reprendre le contrôle, car nous ne sommes pas le mental, nous ne sommes pas notre réflexion, aussi puissante ou aussi débilitante soit-elle. Le flot d'idées qui nous assaille, ou les peurs, les angoisses ou les joies, tout ça, c'est pas nous. Nous, on est un être intemporel, un être essentiel, qui a choisi de s'incarner dans un corps, et qui fait l'expérience de la matière dans ce corps. Je prends souvent l'allégorie de la voiture. On s'identifie souvent à une voiture, à notre véhicule. Mais nous ne sommes pas la voiture. Laisser le mental diriger notre vie, laisser notre réflexion diriger nos vies, laisser les pensées que l'on a, et notre réflexion, qu'elle soit supportée par autant de savoir possible, qu'elle soit performante ou pas, ce n'est que de la réflexion. Ce n'est pas la réalité et ce n'est certainement pas nous. Nous, on est le quelque chose qui se sert de la réflexion, ou en tout cas que la réflexion peut appréhender, peut percevoir, sans être capable de le comprendre. Notre cerveau, nos pensées, notre intelligence, c'est réellement juste un outil. Comme le corps, ce n'est qu'un outil. Nous sommes le corps, nous sommes le cerveau, mais ce ne sont que des outils. À la fois, nous ne le sommes pas, nous sommes autre chose. Nous sommes celui qui utilise les outils. Ouais, ça paraît un peu contradictoire. Mais on est le corps, on vit dans un corps, on se sert d'un cerveau, donc on est quelque part le cerveau, mais nous sommes bien au-delà de ça. Corps et cerveau ne sont que des outils à notre disposition. Notre mental, notre conscience, au sens conscience de nous-mêmes, conscience des autres, conscience du monde, n'est qu'un outil au service de qui nous sommes. Et c'est ce qui nous sommes que nous voulons laisser s'exprimer dans la méditation, à qui nous voulons redonner le pouvoir. Là, par exemple, quand je vous parle, c'est principalement mon cerveau qui vous parle. Même si les mots me viennent directement de la sagesse intérieure, c'est quand même mon cerveau qui fait la traduction. Mais ne croyez pas que je suis en train de vous livrer un discours construit auquel j'ai réfléchi. La construction se fait au niveau supérieur de l'intelligence. Je n'ai pas réfléchi à ce que je devais vous dire, je n'ai pas de plan. Tout ça vient directement parce que je me mets dans un état de concentration, de transparence à l'être essentiel, et je lui demande de bien vouloir me guider pour faire cette vidéo. Et ça, je peux le faire dans plein de situations différentes. Enfin, je peux. Vous aussi, n'importe qui. Et la distinction, elle est assez subtile entre c'est le cerveau qui a réfléchi et qui parle, et le cerveau n'est que le traducteur de autre chose qui parle. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet, mais voilà, ce n'est pas le propos du moment. Et donc je reviens à mon histoire de voiture. Corps et cerveau ne sont que des outils, comme une voiture pour se déplacer. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de laisser votre voiture vous emmener où elle veut, quand elle veut, par les chemins qu'elle veut, à la vitesse qu'elle veut, en conduisant comme elle veut? Bon, ça existera peut-être dans le futur, mais dans l'image que j'utilise, certainement pas. Quand on prend la voiture, c'est pour aller à un endroit, ok, parfois pour se balader.
Mais on sait quand même où on veut aller. On dit pas, ouais, tiens, fais ce que tu veux. Et puis, moi, je regarde le paysage. Ça marcherait pas, ça. On serait toujours en retard pour aller au boulot, pour aller chercher les enfants à l'école, et on n'arriverait jamais au magasin pour faire nos courses. Ça marche pas. Nous, c'est la même chose. Quand on n'est que dans le mental, dans la réflexion, on est dans cette situation. Le mental, la réflexion n'est qu'un outil. Et on lui laisse les commandes. Et il fait ce qu'il veut et il nous emmène où il veut. Ça va pas du tout. La méditation permet à qui nous sommes de reprendre le contrôle sur l'outil. C'est-à-dire permet au conducteur de reprendre le volant et les pédales de la voiture et de choisir où il va. Et vraiment, nous sommes le conducteur, nous ne sommes pas la voiture. Vraiment, nous sommes l'être essentiel. Nous ne sommes pas le fruit de nos pensées, de nos croyances, de notre éducation, de nos conditionnements, de nos peurs. Et voilà tout un tas de sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos, donc je reviens à l'objet de la présente. Comment méditer? Plein de techniques différentes. Alors je vais commencer par celles que je ne recommande pas. On peut méditer par exemple en regardant un objet extérieur. On pose une bougie devant soi et on regarde la flamme. On pose une image devant soi et on regarde l'image. On se met devant un paysage, on regarde le paysage. C'est des techniques de méditation qui marchent assez bien. Et pourtant, je ne les recommande pas car l'objet de la méditation, c'est revenir à l'intérieur de soi. La sagesse intérieure que l'on souhaite laisser s'exprimer, elle est à l'intérieur de nous. Et permettre ou demander au cerveau d'aller regarder quelque chose à l'extérieur, c'est amener tout l'être vers l'extérieur. Or là, en méditation, nous voulons ramener tout l'être à l'intérieur et toute notre concentration à l'intérieur de nous pour laisser s'exprimer notre sagesse intérieure à l'intérieur de nous. Donc regarder un truc à l'extérieur, à la fois c'est très bien quand on a une vraie pratique ancrée de la méditation, et à la fois, lorsque ce n'est pas le cas, ça incite plutôt à la rêverie, à la divagation, qu'à la méditation pure. Je ne sais pas quel terme employer. Et c'est la même chose lorsque l'on médite sur l'écoute. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Écouter les sons, lointains, proches, les détailler, jusqu'à créer une image d'un paysage sonore, une image complète. Et puis c'est très bon pour les oreilles aussi, et pour le cerveau. Mais, bien que, comme regarder une image extérieure, ça occupe complètement le cerveau, et donc ça lui permet de s'apaiser, ça laisse difficilement l'espace à la sagesse intérieure pour s'exprimer en nous. Donc c'est, voilà, deux techniques que je ne recommande pas. De même que je recommande pas la visualisation. Très souvent, dans les méditations guidées, on vous demande de visualiser un paysage, par exemple, et de vous projeter dans ce paysage et de le détailler, de détailler les sensations associées, les sons qu'il peut y avoir, les couleurs, les formes, les objets, les odeurs. Ok, super. Ça fait travailler le cerveau à un objet précis, à un objet dirigé. Ça permet l'apaisement, mais là encore, ça ne permet pas de créer en soi l'espace nécessaire à ce que la sagesse intérieure, l'être essentiel, s'exprime. C'est-à-dire que ce travail volontaire du cerveau ne va pas permettre au cerveau de se déconnecter. Alors que dans les quelques types de méditation dont je vais vous parler dans quelques instants, le cerveau, à force de se concentrer, va réellement déconnecter. Il va ne plus être que lien entre ce qui se vit dans la matière et ce qui se vit en dehors de la matière. Et c'est quand il est dans cet état-là qu'on est dans un état méditatif profond. Alors je vais vous passer la description des états méditatifs. On dit habituellement que les ondes cérébrales, quand on est éveillé, sont à des fréquences qualifiées de bêta, que par un début de méditation, on peut abaisser ces fréquences pour arriver à un niveau vibratoire du cerveau alpha, et que si on poursuit la méditation, on va monter sur des fréquences plus élevées,
où là le cerveau travaille pleinement dans la concentration, à laisser s'exprimer l'être essentiel et être connecté à plus grand que nous. Là on est sur les ondes delta, theta, gamma. Je vous passe le détail. Mais l'idée dans un premier temps est vraiment d'apaiser le cerveau et ensuite de le redynamiser quelque part pour qu'il soit dans un mode ultra performant qui lui permet d'être en contact avec notre sagesse intérieure, avec plus grand que nous, avec l'univers. Parce que pour connecter ces trucs qui sont tellement pas palpables dans la matière, il faut que le cerveau soit en mode ultra performant. Mais pour atteindre le mode ultra performant, on ne parle pas d'agitation mentale. C'est pas une capacité de réflexion extrêmement rapide. Il y a des gens qui ont un cerveau ultra performant, car ils sont capables de calculer très vite, de réfléchir très vite, de prendre des décisions très vite, de concevoir des phrases très vite, de concevoir une pensée structurée et complexe très vite. Mais on ne parle pas du tout de cette performance. Là je vous parle d'une performance du cerveau à être capable de se connecter à l'immatériel, au transcendantal, aux énergies, peu importe le nom, à quelque chose pour lequel il n'est pas habitué à se connecter dans nos habitudes, dans notre quotidien, dans nos modes de fonctionnement de tous les jours. Et donc, pour ce faire, pour permettre dans un premier temps au cerveau de s'apaiser et dans un deuxième temps de passer dans un mode ultra performant, tout en dégageant l'espace nécessaire pour que le divin, le plus grand que nous, s'exprime en nous et à travers nous, les meilleures techniques, pour moi, sont les techniques de conscience corporelle. C'est-à-dire toutes les techniques qui consistent à focaliser notre attention dans le corps, sur un objet précis dans le corps. Et là, il y en a à nouveau beaucoup. J'en ai déjà fait la promotion, j'en propose quelques-unes sur mon site internet, parce que ça marche tellement bien. Ça peut être des techniques qui observent les tensions, par exemple, ou les douleurs. Et ça, on fera une petite méditation à la fin de la vidéo. Je me servirai d'une de ces techniques pour cette méditation, une méditation courte de 5 minutes, pour la paix, pour vivre la paix en soi. Mais il y en a tant d'autres. Les méthodes basées sur les ressentis, sur la sensation, la perception du monde intérieur, la perception du monde extérieur, la perception de tout ce qu'il y a à percevoir dans le corps. Et vous n'imaginez pas à quel point toutes ces perceptions, soit sensorielles dans la proprioception, soit extrasensorielles, sont nombreuses, vastes, pleines. Vous pouvez pas l'imaginer tant que vous l'avez pas vécu. Et si vous l'avez vécu, vous savez parfaitement de quoi je vous parle. De quelque chose d'indescriptible, mais tellement dingue, tellement vaste. Des paysages sans fin à explorer. Et très proche des techniques de conscience corporelle, il y a évidemment toutes les techniques liées à la respiration. Se concentrer sur la respiration, donc à nouveau sur un objet intérieur, et ça peut se faire de tellement de façons différentes. Et là, à nouveau, je vous propose un certain nombre de techniques sur mon site internet. Ça permet vraiment de goûter, d'entrer dans un état méditatif profond et, au-delà de l'apaisement du cerveau, de lui permettre de passer dans ce mode performant et de dégager l'espace en soi pour que s'exprime autre chose. C'est donc les deux techniques que je vous encourage à adopter et à essayer. Ce sont de mon expérience et de tout ce que j'ai lu, c'est les plus performantes. Au quotidien, il y a encore autre chose qui peut être utilisée, qui est très chouette. Ça vient des techniques bouddhistes qui consistent à la répétition de mantras. Ça marche aussi chez les chrétiens, mais on parle plus de prière que de méditation. Mais le principe de réciter quelque chose en soi ou à voix haute, ça permet aussi de contacter un état méditatif. Donc c'est pour ça que je dis que la prière, ça fonctionne bien. La récitation de prière, ça marche très bien. Et ça a un avantage. C'est qu'on peut le faire à chaque instant dans la journée sans faire une méditation formelle. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin de se recentrer, de se calmer, de redonner de l'espace à l'intérieur de soi pour que l'intuition puisse s'y exprimer, eh bien on peut réciter quelque chose. Une prière, si vous en connaissez, un mantra, si vous en connaissez,
Et vous pouvez tout aussi bien vous faire votre propre mantra, votre propre prière. Par exemple, j'en ai plein, mais celui que j'utilise le plus fréquemment, c'est bienveillance, confiance, centrage. Voilà, je me répète juste ça en boucle quand j'en ai besoin. Bienveillance parce que quand j'ai besoin de me répéter ça, c'est que je ne suis pas dans la bienveillance envers moi-même ou envers autrui. Confiance, eh bien, ça me permet de revenir à, la confiance en moi et la confiance en la vie, la confiance en l'univers, en plus grand que moi. Et centrage pour ancrer tout ça, parce que je sais que toutes les qualités que je veux contacter et que je peux incarner partent d'un Benjamin centré en lui. Et ça marche pour n'importe qui. Là, je dis d'un Benjamin, mais être centré en soi, ça permet d'exprimer toutes les qualités que notre divinité nous permet d'exprimer. Et ça, c'est vraiment un truc que je peux me répéter 1000, 2000 fois par jour, quand le besoin est. Et sinon, quelques fois par jour, quand je suis dans des périodes où je suis bien centré. Parce que, petite parenthèse, évidemment, je ne suis pas centré parfaitement en permanence, comme tout le monde sur cette planète. Le vivant, c'est quelque chose qui fluctue tout le temps. Et si je fais cette parenthèse, c'est parce que c'est très en lien avec le travail méditatif. Dans cette fluctuation, qui est la vie, et qui est chouette, sinon ça serait d'un monotone, c'est la mort quand on est dans un état constant, qui bouge pas. Donc cette fluctuation qui m'appelle parfois à revenir au centrage, à retrouver de la confiance et de la bienveillance, elle est très identique au travail méditatif. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la concentration à maintenir pour rester centré. C'est un travail volontaire. De la même façon que pour marcher, il y a toujours de l'énergie à fournir pour avancer, eh bien pour méditer, dans un premier temps, il va falloir fournir de l'énergie à se concentrer, par exemple sur un objet intérieur, et maintenir cette attention, cette concentration, donc continuer à donner de l'énergie, soutenir l'intention de méditer, quoi qu'il advienne. Et puis si après, pendant la méditation, des pensées nous traversent l'esprit, il y a de l'agitation, c'est ok, dès qu'on s'en rend compte, on revient à méditer, à l'intention, la concentration et l'énergie que l'on fournit à méditer. De la même façon que lorsque l'on marche, si à un moment on est fatigué et qu'on s'arrête, ou qu'on se prend à rêvasser et à ralentir le pas, quand on s'en rend compte, on remet de l'énergie, on reprend une allure plus vive, et notre énergie à nous faire avancer, à marcher. Et la méditation, c'est vraiment pareil. Et donc dans la vie, au quotidien, on ne sera pas toujours centré. Et c'est chouette, parce que c'est l'occasion de se centrer, de remettre l'intention et l'énergie pour se centrer. Et se centrer pourquoi ? Eh bien, pour vivre un truc vraiment chouette, pour laisser s'exprimer à travers nous qui nous sommes, et donc être en parfaite harmonie avec nous-mêmes et avec le monde. Fin de la parenthèse, mais voilà encore un sujet que j'ai abordé dans d'autres vidéos, et sur lequel je pourrais m'étendre sans fin tant il y a à dire. Voilà, dernier petit truc que je vous livre aujourd'hui, l'intention. Tellement important l'intention quand on médite. Pourquoi je médite ? Alors je vous ai donné les objectifs principaux, mais au-delà des objectifs, il y a l'intention. Qu'est-ce que je veux me faire vivre ? Cette intention, elle devrait sous-tendre chacune de nos actions. On devrait la poser fermement le matin et vérifier fermement le soir si on l'a soutenue. Et à quel moment on ne l'a pas soutenu dans la journée. Et l'intention, c'est vraiment un truc différent de l'objectif. L'objectif, c'est à l'extérieur, l'intention, c'est comment on veut se faire vivre les choses. Par exemple, j'ai l'intention d'être bienveillant avec moi-même. J'ai l'intention de faire de mon mieux pour cette méditation. J'ai l'intention de faire preuve de discernement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre. C'est pas un objectif précis à l'extérieur, c'est pas un truc à réaliser, c'est quelque chose à vivre, un état à contacter, à vivre, à soutenir le plus possible en nous. Et là non plus, j'insiste pas sur la distinction entre objectif et intention. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet aussi. Mais cette intention, elle est hyper importante. Poser une intention avant de méditer.
Et si possible, poser une intention dans chacune de nos actions de la vie. Ça permettra toujours de vivre ce que l'on est en train de vivre de la façon de laquelle on souhaite le vivre. Vraiment, dans chaque situation de la vie. Que ça soit pour un déjeuner pro, pour retrouver vos enfants, pour passer un moment avec votre conjoint, conjointe, pour aller faire une balade, du shopping, n'importe quoi. Toujours une intention. Voilà pour les quelques trucs et astuces que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Et je vous invite à faire une petite méditation de 5 minutes pour la paix, pour vivre la paix en nous et la rayonner. Et peut-être éventuellement du coup permettre la paix dans le monde. Je vous laisse donc vous installer confortablement en vous. À tourner votre regard, votre attention à l'intérieur de vous. À poser une intention. Et à observer le corps de l'intérieur. Vous pouvez par exemple choisir une tension qui se manifeste dans le corps. Et nous nous contentons d'observer cette tension, sans chercher à la dissoudre, sans chercher quoi que ce soit. Nous observons la tension. Nous nous plaçons dans la tension. Et nous en observons tous les aspects. Nous en observons l'étendue, nous en observons l'intensité, nous l'observons évoluer. Et si des pensées nous traversent l'esprit, c'est ok. Nous nous contentons de reporter notre attention dans l'attention. Peut-être que d'autres tensions apparaissent, émergent à notre conscience. Nous les englobons dans notre perception, mais nous restons toujours dans la première tension dans laquelle nous nous sommes immergés. Et nous goûtons cet état de calme qui s'installe petit à petit en nous.
Et nous terminons en prononçant un merci en nous. Un merci sincère et profond. Et je vous invite à sortir de l'état méditatif par des petits mouvements, des étirements. Le merci que nous avons placé à la fin de la méditation est hyper important. Il scelle notre goût, notre envie de vivre l'état méditatif. Et il permet de déployer un espace encore supplémentaire. Là, nous avons médité 5 minutes, tellement court, et en même temps, on contacte déjà pas mal de calme en 5 minutes. C'est le dernier aspect que je vais aborder très rapidement. 5 minutes de méditation, c'est chouette. 5 minutes de méditation tous les jours, c'est vachement chouette. Plus, c'est encore mieux. Enfin mieux. Ça va permettre de contacter des choses différentes. Là, en 5 minutes, on contacte l'apaisement. Peut-être que au début, il va falloir répéter les 5 minutes pour que la transparence à l'être essentiel puisse apparaître dans un laps de temps aussi court. Après, par la suite, avec de l'entraînement, 5 minutes, ça suffira. Et si vous avez l'envie, le loisir, le goût, l'élan de méditer plus longtemps, faites-le. Il n'y a pas de règle, il y a juste un élan à suivre. Et dans tous les cas, je vous invite à privilégier la qualité de la méditation à la quantité de méditation. 5 minutes avec toute votre attention, c'est tellement mieux que 20 minutes en roupillant. Et 20 minutes avec toute votre attention, effectivement, ça vous apportera plus de bénéfices que 5 minutes. 40 minutes, ou 1 heure, ou 3 heures, évidemment, ça vous apportera plus de bénéfices. Mais dans cette vidéo, je ne voulais vraiment être que sur les prémices de la méditation, sur quelques trucs et astuces pour les personnes qui ne méditent jamais ou celles qui n'ont pas encore une grande habitude de la méditation. Ce que je pourrais appeler une grande habitude de la méditation, c'est méditer plus d'1 heure par jour. Voilà, j'espère vraiment que ce dont je vous ai fait part aujourd'hui vous sera utile et que ça va permettre de nourrir votre élan et votre goût de la méditation. Car encore une fois, toutes les vertus, tous les bénéfices à tirer de la méditation sont infinis, inimaginables et tellement plus nourrissants, tellement plus satisfaisants que tellement de choses que nous pouvons vivre au quotidien. Et ça nous permet de vivre le quotidien tellement différemment et de regarder la vie tellement différemment. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h, pour une nouvelle méditation pour la paix et un sujet connexe à vivre la paix en soi, la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite de belles méditations et un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!